Alors, dans un premier temps, la mer peut nous faire penser à la plage, aux vacances, aux sorties entre amis et en famille. Ici, la mer devient rapidement une source de rivalité entre les puissances. En effet, la mer est un espace majeur dans les transports, l'exploitation des ressources et le contrôle des opposants. Ainsi, nous allons vous présenter en 3 parties l'espace clé qu'est la mer. Donc tout d'abord, la mer est un espace géopolitique avec notamment les routes maritimes pour le commerce mondial, dans certaines zones, par exemple le détroit de Malacca ou le canal de Suez. Il y a des enjeux très importants liés à ces 2 espaces, puisqu'il y a de la piraterie et surtout des tensions très fortes géopolitiques, puisque ce sont des points centraux dans la mondialisation. Par exemple, dans le golfe arabo-persique, l'ONU a déclaré un droit international pour permettre aux autres États, puissances maritimes, de pouvoir passer par cet endroit, sauf que celui-ci n'est pas respecté. Nous avons aussi l'économie bleue, donc l'exploitation des ressources maritimes, donc halieutiques, c'est-à-dire tout ce qui est nourriture par rapport aux poissons. 3 millions de personnes d'ailleurs en dépendent. Il y a aussi des minerais rares. Et donc toute cette exploitation de la mer, elle pose certains problèmes. C'est pour ça que justement il y a un sommet de la mer à Nice prévu en juin 2025 et organisé par l'ONU. Il s'agit d'organiser une gouvernance pour protéger les océans liés à la surexploitation et la nécessité de mettre en place une gestion durable de l'océan. Enfin, nous avons les frontières maritimes, donc les conflits liés à la délimitation des ZEE, zones économiques exclusives. Par exemple, en mer de Chine, la Chine va revendiquer des territoires en imposant des flottes militaires pour vraiment mettre une pression sur les opposants et par exemple pour récupérer le territoire de Taïwan. Aussi, enfin, cette mer de Chine, elle est très importante pour justement la Chine, puisque 80% de l'approvisionnement en énergie passe par ce territoire. Mais alors, la mer est aussi un enjeu environnemental. En effet, depuis ces quelques décennies, on observe un changement climatique qui cause la hausse des niveaux de mer, mais également l'acidification des océans. Les conséquences sont pour la population côtière ainsi que les écosystèmes, comme par exemple au Bangladesh. On observe aussi une pollution marine à cause du plastique, l'hydrocarbure, mais également les produits chimiques qui impactent la biodiversité, mais également la santé humaine. On observe par contre des initiatives internationales pour lutter contre la pollution, avec les accords de l'ONU par exemple sur les déchets marins à San Francisco. Mais la mer est également un espace de pouvoir et de coopération. En effet, les États peuvent devenir des puissances maritimes grâce à la maîtrise de la mer, qui est un facteur de puissance pour les États. Avec par exemple les États-Unis qui ont la première flotte de guerre ainsi que la plus grande ZEE. On observe aussi une coopération internationale qui permet de gérer les défis liés à la mer, lutter contre les pirateries ou bien la protection environnementale, ainsi que les recherches scientifiques, avec par exemple l'Organisation maritime internationale, l'OMI, ou bien le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. En somme, la mer est un espace clé dans la mondialisation, donc les échanges maritimes dans le monde entier, mais également le commerce et les transports. Ça reste quand même une source de conflit entre les États, notamment par la piraterie, mais aussi bien les attaques sur la mer, avec par exemple Pearl Harbor en 1941 lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle témoigne aussi d'un enjeu environnemental, puisqu'il faut protéger ses ressources et les espèces, avec par exemple la surpêche, qui avec des électrodes, massacre plusieurs espèces plus qu'il n'en faut. Le côté positif, c'est qu'on peut penser que les poissons sont ainsi connectés au cyberespace. C'est pourquoi les États y coopèrent pour la protéger, tandis qu'elle permet également aux États de pouvoir affirmer leur puissance. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Je ne vais pas aujourd'hui vous dire que notre priorité est de protéger l'océan. Non, je préfère rappeler que l'océan est cette immense étendue bleue et majestueuse, et qu'elle est source de tout. Baudelaire disait que la mer est le miroir de l'âme, et au-delà de son reflet aqueux, elle est, je pense, ce qui représente le plus l'humanité. Quoi de plus humain que cette étendue changeante, qui, tout comme l'humain, oscille d'humeur en humeur, d'état en état.
Elle est aussi agitée que calme. Elle est cette mer effrayante qui menace les bateaux qui tentent de s'aventurer sur ces flots impétueux. Mais elle est également cette mer calme, paisible qui nous rassure. Ainsi, cette immense étendue reflète les vices mais aussi la beauté de l'humanité. Si cette mer est notre alter ego, elle est aussi notre berceau et elle nous aide à grandir. En effet, la mer nous forme, et ce dans l'adversité. Un proverbe anglais dit qu'une mer calme n'a jamais fait un bon marin. C'est dans son esprit maternel qu'elle nous offre ces tempêtes, qu'elle nous apprend, et qu'elle oblige les marins à redoubler d'ingéniosité pour réussir à survivre sur ces flots déchaînés. Elle est ce professeur qui apprend aux bateaux ivres à naviguer sur les flots et à danser sur les flots en 1871. Elle est le premier coup de crayon de l'artiste, la première muse du poète. Elle inspire les rêveurs et les artistes. Elle est ce voyage forcé pour certains et souhaité pour d'autres. C'est cette inspiration complexe, cette mathématique bleue, comme disait Léo Ferré dans La mémoire et la mer, à la place qu'elle a dans nos vies et dans l'art, c'est évidemment pour sa magnificence. Comment ne pourrait-elle pas l'être ? Comment ne pourrait-elle pas être splendide lorsque Aphrodite elle-même naquit de cette mer ? En effet, la déesse, née de l'écume créée par le sang d'Ouranos, sortie d'un coquillage éblouissante de beauté. Et puis, l'amour de la mer est unanime. Elle est profonde, envoûtante et à mille et une couleurs. Elle peut revêtir une robe rose corail le soir quand elle en revêtait une bleu turquoise le matin. Et puis Gaïa elle-même choisit de s'emparer à 70%. Gaïa est la terre-mère. N'est-ce pas un signe ? Vous avez compris que là où je veux en venir, c'est qu'avant de la protéger, il faut la chérir, la respecter. Dans cette idée-là, j'aurais pu vous dire qu'on estime qu'à chaque seconde, 100 déchets plastiques finissent dans les océans. 15,5 millions d'animaux marins meurent chaque année à cause de l'activité humaine et des nombreux plastiques qui finissent dans les océans. J'aurais pu également vous dire qu'il y a aujourd'hui 5 grandes îles de plastique. Les îles de plastique sont des amas de déchets qui se regroupent et qui forment une zone visible sur les océans. Mais ces chiffres sont connus de tous et ne semblent pas nous faire réagir. C'est pourquoi il faut d'abord apprendre à l'aimer, à la chérir, à la trouver superbe et grandiose, et après seulement nous pourrons la protéger. Il faut apprendre à l'adorer et à partager cet amour de l'aimer, l'amour de la mer. Et puis, à travers ce sujet, je vous avoue que ce n'est plus l'adolescente qui vous parle, mais la petite fille qui ne voulait pas sortir de l'eau à 7 ans, et qui vous demande de la laisser encore chavirer, naviguer, peut-être comme Rimbaud, voire quelquefois ce que l'homme a cru voir. Garder la marée dans le cœur comme Léo Ferré, et peut-être, un jour lointain, être enterrée, si elle le peut, sur la plage de la Corniche, à 2 pas des flots bleus. Merci de m'avoir écouté.